12 mois d'attente, 3 pays hôtes et un immense nuage d'orage politique. Voilà le décor au moment où les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 s'ouvrent enfin. Et pour la première fois dans l'histoire du tournoi, chacune des affiches est désormais connue, verrouillée et prête à être disputée. Les 8 confrontations de cette phase à élimination directe ont été confirmées après les 3 derniers matchs des 32e de finale, disputés le vendredi 3 juillet. L'Argentine a survécu à un duel fou, remporté 3-2 après prolongation contre le petit Cap-Vert. L'Égypte a éliminé l'Australie au tir au but, 4-2 après un match nul, un partout, et la Colombie a dominé le Ghana 1-0 à Kansas City. Cela signifie que tout le tableau, jusqu'à la finale du 19 juillet, est désormais gravé dans le marbre. Les huitièmes eux-mêmes se dérouleront du samedi 4 juillet au mardi 7 juillet, dans 8 stades répartis entre 3 pays différents. Ce tournoi est déjà entré dans l'histoire comme la première Coupe du Monde à 48 équipes, et c'est précisément cette expansion qui explique pourquoi les matchs à élimination directe arrivent seulement maintenant, au lieu de commencer plusieurs semaines plus tôt comme dans les éditions précédentes. La FIFA a ajouté un tout nouveau premier tour couperé afin d'intégrer les 16 équipes supplémentaires. Ce choix a repoussé l'ensemble du calendrier et produit aujourd'hui des récits, petits poussets, pays hôtes sous surveillance, duels entre superstars, une ronde entière plus tôt que ce à quoi les supporters étaient habitués. Mais cette Coupe du Monde n'a jamais vraiment été seulement une affaire de football. Et cette ronde ne fait pas exception. Derrière chaque coup d'envoi de la semaine se trouve un contexte politique réellement tendu, qui suit le tournoi depuis le tirage au sort de décembre dernier. Des organisations de défense des droits humains, des groupes de supporters et même des membres du Parlement européen alertent depuis des mois sur les contrôles migratoires, les prix des billets et la question de savoir si la prétendue fête mondiale du football tient réellement cette promesse pour les millions de visiteurs qui tentent d'y assister. Commençons par la politique, parce qu'il est impossible de la dissocier de ce qui se joue sur le terrain cette semaine. Depuis le début du second mandat du président Trump, l'agence américaine chargée de l'immigration et des douanes, la CE, a considérablement intensifié ses opérations. Selon Human Rights Watch, l'ACE a arrêté largement plus de 160 000 personnes dans les zones municipales couvrant les 11 villes hôtes américaines entre janvier de l'an dernier et mars de cette année. Plus de 20 groupes de supporters américains, en lien avec l'American Civil Liberties Union, ont publié un avis de voyage formel à destination des fans étrangers, les alertant sur ce qu'ils décrivent comme une montée de l'autoritarisme et de graves risques pour les communautés immigrées, les minorités raciales et ethniques, ainsi que les voyageurs LGBTQ+. Certains groupes de supporters européens, dont une importante organisation anglaise, sont allés jusqu'à dire qu'ils adopteraient un profil bas lors des matchs disputés aux États-Unis, précisément en raison de leurs inquiétudes concernant les libertés civiles. À cela s'ajoute l'élargissement d'une interdiction de voyage imposée par l'administration, qui bloque les citoyens d'une douzaine de pays, et ajoute des restrictions pour les voyageurs de plusieurs autres, touchant directement 2 nations qualifiées pour ce tournoi, l'Iran et Haïti. Des exceptions existent pour les joueurs, les entraîneurs et le personnel essentiel des équipes qualifiées, mais les supporters ordinaires de ces pays sont tout simplement exclus, ce qui coupe une part significative du public international du tournoi. La Fédération iranienne de football l'a déjà dit explicitement, allant même jusqu'à boycotter la cérémonie officielle du tirage au sort à Washington, après que plusieurs membres de sa délégation se sont vus refuser des visas. Il y a ensuite la dimension financière, qui a sans doute suscité presque autant de colère que la question migratoire. Pour la première fois dans l'histoire d'une Coupe du Monde, la FIFA a recours à une tarification dynamique et le prix des billets pour la finale du 19 juillet au MetLife Stadium aurait atteint, selon plusieurs rapports, 32 970 $ pour des places premium, soit près de 3 fois le prix de cette même catégorie quelques mois plus tôt. Sur la propre plateforme de revente de la FIFA, une seule place de catégorie 3 pour la finale a été repérée à environ 143 000 $, soit plus de 40 fois sa valeur faciale initiale.
des associations européennes de défense des supporters ont déposé une plainte formelle auprès de la Commission européenne, accusant la FIFA d'abuser d'une position monopolistique, tandis que certains fans affirment que l'augmentation par rapport au tournoi précédent dépasse largement les 200%. Les 3 pays co-organisateurs, le Canada, le Mexique et les États-Unis, sont encore en lice simultanément pour la première fois dans l'histoire d'une Coupe du Monde, ce qui augmente encore les enjeux. Certains analystes ont avancé l'idée, encore très spéculative à ce stade, qu'une élimination précoce de l'un des 3 hôtes pourrait affaiblir la demande de billets et l'ambiance pour les tours suivants, tant la promotion du tournoi s'est appuyée sur le récit d'un parcours commun, profond et festif des 3 pays organisateurs. Avec tout cela en toile de fond, voici exactement comment le football lui-même se présente, match par match, sur 4 jours de tension à élimination directe. L'ouverture du samedi opposera le Canada au Maroc à Houston, et ce match compte réellement pour les co-organisateurs. Le Canada est arrivé jusque-là en battant l'Afrique du Sud lors du tout premier match à élimination directe du tournoi, donnant très tôt à ses supporters une raison d'y croire. Le Maroc, de son côté, a dû passer par une séance de tirs au but pour venir à bout des Pays-Bas, mais il s'est discrètement forgé une réputation d'une des défenses les plus disciplinées encore en course. Après la demi-finale marocaine de 2022, personne dans ce tableau n'a envie de croiser cette équipe et les supporters canadiens le savent. Plus tard, le même samedi, le Paraguay affrontera la France à Philadelphie, dans ce qui ressemble peut-être, sur le papier, à l'affiche la plus déséquilibrée de toute la ronde. Le Paraguay a probablement signé le plus grand exploit des 32e en éliminant l'Allemagne au tir au but, tandis que la France a balayé la Suède 3-0 et a donné l'impression d'être l'une des équipes les plus complètes encore présentes dans le tournoi. C'est exactement le type de duel entre David et Goliath que le format élargi à 48 équipes était censé créer, et les supporters neutres du monde entier l'ont déjà entouré comme la grande histoire de petits poussets de ce tour. Le dimanche offrira 2 énormes affiches. D'abord, le Brésil affrontera la Norvège au MetLife Stadium, dans le New Jersey, un choc de très grande affiche entre le talent offensif étincelant du Brésil et une équipe norvégienne construite presque entièrement autour d'Erling Haaland, auteur d'un but tardif décisif pour arracher la qualification de son équipe. Plus tard dans la journée, le pays hôte mexicain défiera l'Angleterre dans un Estadio Azteca fraîchement rénové, l'une des enceintes les plus historiques de la Coupe du Monde. L'atmosphère à elle seule devrait valoir le détour quel que soit le score, même si les organisateurs mexicains ont également dû gérer d'autres inquiétudes cette année après des informations faisant état de violences liées au cartel près de Guadalajara à la suite de la mort d'une figure notoire du narcotrafic. Cela ajoute une couche de tension supplémentaire aux responsabilités d'organisation au sud de la frontière. Le lundi, les projecteurs se déplaceront vers 2 rencontres que beaucoup décrivent déjà comme le cœur émotionnel de toute cette ronde. Le Portugal affrontera l'Espagne à Dallas et franchement, ce pourrait être l'affiche la plus forte de toute la phase à élimination directe jusqu'ici. L'Espagne a démoli l'Autriche 3-0 pour arriver jusque-là, tandis que le Portugal a survécu à une victoire en prolongation extrêmement controversée contre la Croatie, finalement décidée par une intervention de la VAR à la 103e minute. 2 des effectifs les plus talentueux d'Europe, tous 2 dans certains de leurs meilleurs moments du tournoi, se retrouvent beaucoup plus tôt que quiconque ne l'aurait imaginé lors du tirage de décembre. Pour Cristiano Ronaldo, toujours en compétition à 41 ans, une victoire ici constituerait exactement le genre de résultat marquant qui pourrait définir la manière dont tout ce tournoi sera retenu au Portugal. Et les consultants de toute l'Europe spéculent déjà sur la possibilité que ce soit, de façon réaliste, sa dernière apparition en Coupe du Monde. Plus tard lundi, les États-Unis affronteront la Belgique à Seattle, sans doute le test le plus difficile jusqu'à présent pour le co-organisateur américain. La Belgique a eu besoin de la prolongation pour revenir après avoir été menée de 2 buts contre le Sénégal, prouvant qu'elle peut arracher des résultats même lorsque les choses tournent très mal, tandis que les États-Unis ont semblé calmes et organisés lors de leurs 2 premiers matchs à élimination directe.
Cette rencontre pèse davantage encore en raison de tout ce qui se passe hors du terrain sur le plan intérieur. Les groupes de supporters américains débattent publiquement depuis des mois de la manière de concilier la fierté nationale liée à l'organisation du tournoi avec le malaise suscité par le climat de répression migratoire qui l'entoure. Certaines organisations de défense des fans ont explicitement demandé à la FIFA de soutenir ce qu'elles appellent une trêve de l'ICE, c'est-à-dire une pause temporaire dans les opérations de contrôle migratoire à proximité des sites de Coupe du Monde et des fan zones pendant toute la compétition. La FIFA n'a accepté publiquement aucune mesure de ce type à ce stade de la semaine. Le mardi clôturera la ronde avec les deux affiches qui n'ont été décidées qu'hier soir. À Atlanta, l'Argentine affrontera désormais l'Égypte, après que les deux équipes ont survécu à des fins de match dramatiques vendredi. L'Argentine a eu besoin de la prolongation et d'un but contre son camp du défenseur capverdien Diné Borges pour s'en sortir 3-2, Lionel Messi inscrivant au passage un nouveau but pour prolonger son propre record de buts dans le tournoi. Le Cap-Vert, plus petite nation à avoir jamais atteint une phase à élimination directe de Coupe du Monde, a finalement vu son incroyable conte de fées s'arrêter à une seule victoire d'un rendez-vous avec l'Argentine dans cette même ronde. L'Égypte, elle, a écrit sa propre histoire en franchissant pour la première fois un tour à élimination directe mondialiste, en battant l'Australie 4-2 après un match nul un partout marqué par une égalisation tardive dans le temps réglementaire sur une action proche du retourné acrobatique. Pour Messi, désormais engagé dans ce qui ressemble à sa dernière vraie chance de conquérir une deuxième Coupe du Monde, chaque match devient plus difficile à partir de maintenant. Et le style discipliné et physique de l'Égypte pourrait transformer la soirée d'Atlanta en un vrai piège pour les champions en titre. Le même jour, à Vancouver, la Suisse, qui a tranquillement battu l'Algérie 2-0 au tour précédent, affrontera la Colombie après le but unique de John Arias dans une courte victoire 1-0 contre le Ghana à Kansas City. Ce succès colombien a offert la toute dernière place disponible dans ce tableau. Et la profondeur offensive affichée par la Colombie pendant la phase de groupe en fait une menace bien réelle pour une équipe suisse efficace jusqu'ici, mais pas spectaculaire. En regardant seulement un tour plus loin, le tableau des quarts de finale est déjà partiellement visible. Les vainqueurs de Paraguay-France et Canada-Maroc se retrouveront à Boston le 9 juillet. Les vainqueurs d'Espagne-Portugal et États-Unis-Belgique s'affronteront à Los Angeles le 10 juillet. Le gagnant de Brésil-Norvège défiera le vainqueur de Mexique-Angleterre à Miami le 11 juillet et l'équipe qui survivra au duel Argentine-Égypte et Suisse-Colombie jouera à Kansas City le même jour. Ensuite, les demi-finales auront lieu les 14 et 15 juillet avant que le tournoi ne revienne au MetLife Stadium dans le New Jersey pour la finale du 19 juillet. Avec un peu de recul, cette ronde capture quelque chose de véritablement inédit dans la Coupe du Monde 2026. Jamais une seule phase à élimination directe n'avait concentré autant de duels de superstars, de parcours historiques d'outsiders et de controverses politiques ouvertes, le tout en même temps et aussi tôt dans la compétition. Les supporters qui suivent leurs équipes sur cette séquence pourraient, de manière réaliste, passer de Houston à Philadelphie, du New Jersey à Mexico, puis à Dallas, Seattle, Atlanta et Vancouver en une seule semaine, 8 villes, 3 pays, du football à élimination directe dans un enchaînement continu. Aucune Coupe du Monde n'avait jamais imposé cela à ses fans voyageurs, et la situation devient nettement plus complexe avec les inquiétudes liées au visa et au contrôle déjà soulevé par les organisations de défense des droits humains. Pour les joueurs, la pression a rarement semblé aussi forte. Messi poursuit ce qui pourrait être sa dernière véritable occasion d'ajouter un deuxième titre mondial à son héritage, tandis que Ronaldo, à 41 ans, tente d'écrire un ultime chapitre avec le Portugal, avant que le temps ne le rattrape définitivement. Pour les 3 pays co-organisateurs, rester en vie ensemble est à la fois une question de fierté nationale et, selon certains analystes du tournoi, une nécessité économique, tant la communication télévisuelle et commerciale s'est appuyée sur le récit d'un Canada, d'un Mexique et d'États-Unis, avançant loin dans la compétition comme une histoire commune.
Et pour des millions de supporters qui essaient simplement de voir leur pays jouer, ces huitièmes de finale sont devenus quelque chose de plus grand qu'un simple tableau de football. Ils se situent exactement à l'intersection entre sport, politique migratoire et tarification commerciale des billets, trois éléments qui définissent tout ce cycle de Coupe du Monde depuis le tirage organisé à Washington en décembre. Que la magie du Cap-Vert, la résistance de Ronaldo en fin de carrière ou le cœur grandissant des critiques politiques finissent par définir le souvenir de ce tournoi ne sera peut-être clair qu'au coup de sifflet final dans le New Jersey, le 19 juillet. Il existe aussi une couche historique plus profonde qui explique pourquoi ce tableau ressemble à cela, et elle mérite d'être parcourue, car elle explique pourquoi les supporters parlent de la phase à élimination directe la plus imprévisible de l'histoire du tournoi. Lorsque la FIFA a fait passer la Coupe du Monde de 32 à 48 nations, les critiques ont averti que l'élargissement du plateau diluerait le niveau et produirait des phases de groupe déséquilibrées et ennuyeuses. C'est l'inverse qui s'est produit. De plus petites fédérations, comme le Cap-Vert et l'Égypte, ont utilisé les places de qualification supplémentaires pour percer pour la toute première fois, et les deux nations ont transformé cette opportunité en parcours profond et crédible, plutôt qu'en élimination précoce. Le Cap-Vert, un pays d'environ 500 000 habitants, est devenu la plus petite nation à avoir jamais disputé un match à élimination directe de Coupe du Monde, et son chemin à travers la phase de groupe, puis jusqu'au 32e, en a fait sans doute l'histoire d'outsider la plus commentée de tout le tournoi, avant que l'Argentine ne mette fin à l'aventure en prolongation vendredi soir. L'histoire de l'Égypte porte, elle aussi, son propre poids. Malgré des décennies passées à produire certains des plus grands talents individuels du continent, les Pharaons n'avaient encore jamais dépassé une phase de groupe de Coupe du Monde avant cette année. Battre l'Australie au tir au but change cette histoire pour toujours, quoi qu'il arrive, contre l'Argentine à Atlanta. Et les responsables du football égyptien ont déjà décrit cet exploit comme un tournant pour ce sport dans le pays, capable de remodeler les investissements et les programmes de formation des jeunes pendant les années à venir. Sur le front politique, la tension entre célébration et controverse continue de refaire surface sous différentes formes presque chaque semaine de ce tournoi. Des reportages publiés plus tôt cette année expliquaient comment, même lors de la cérémonie officielle du tirage au sort de la Coupe du Monde au Kennedy Center de Washington, l'ombre de la politique migratoire planait sur la salle. Plusieurs membres de la délégation de la Fédération iranienne se sont vus refuser des visas avant l'événement, poussant les responsables iraniens à boycotter entièrement la cérémonie en signe de protestation. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a promis à plusieurs reprises que le tournoi accueillerait des visiteurs venus de tous les coins du globe, s'est retrouvé à défendre publiquement l'approche de l'administration, tout en tentant, dans le même temps, de rassurer les fans en affirmant que le traitement des visas pour les détenteurs de billets serait accéléré. Cette tension entre le message promotionnel de la FIFA et la réalité vécue par de nombreux voyageurs internationaux est devenue l'un des fils conducteurs de tout l'événement, presque aussi constant dans cette Coupe du Monde que la forme d'une équipe sur le terrain. Des groupes de surveillance indépendants continuent de suivre le coût humain des opérations de contrôle pendant la fenêtre du tournoi. Selon les chiffres compilés par Human Rights Watch, au moins 19 personnes sont mortes en détention migratoire au cours de la seule année 2026 et des agents fédéraux ont été liés à la mort de 2 citoyens américains lors d'incidents associés à des manifestations, d'après les mêmes rapports. Ces chiffres ont nourri les appels répétés d'organisations de la société civile en faveur de ce que les groupes de défense appellent une trêve ICE pendant la Coupe du Monde. Il s'agirait, en substance, de demander au gouvernement fédéral de suspendre volontairement les opérations de contrôle dans et autour des stades hôtes, des fan zones et des lignes de transport public utilisées par les détenteurs de billets jusqu'à la fin du tournoi. Pour l'instant, aucune promesse formelle de ce type n'a été faite par l'administration et la FIFA elle-même s'est gardée de faire pression directement sur Washington dans ses déclarations publiques, préférant concentrer son message sur des questions opérationnelles comme les transports et la sécurité des stades. La saga des prix des billets, de son côté,
a pris une ampleur qui dépasse largement les plaintes habituelles sur le coût d'une Coupe du Monde. Football Supporters Europe, avec l'organisation de défense des consommateurs Euroconsumers, a déposé au printemps une plainte formelle auprès de la Commission européenne, accusant la FIFA de ce qu'ils ont qualifié de trahison monumentale des supporters ordinaires par une tarification dynamique agressive et des tactiques de vente sous pression. La FIFA a répondu à une partie des premières critiques en introduisant un contingent limité de billets à 60 $ pour chaque tour jusqu'à la finale, réservé spécifiquement aux supporters voyageurs les plus fidèles de chaque nation qualifiée. Mais cette allocation à prix réduit ne couvrirait, selon les rapports, qu'environ 10% du quota total de billets d'une équipe par match, laissant l'immense majorité des sièges exposés à la même logique de hausse qui a déjà poussé certains billets de finale à des montants à 6 chiffres sur le marché de la revente. Même des membres du Congrès américain sont intervenus publiquement dans la controverse tarifaire, plusieurs élus ayant envoyé des lettres à la FIFA pour demander si la tarification dynamique ne contredisait pas l'esprit d'un tournoi qui reçoit d'importants investissements publics en infrastructures et en sécurité de la part des villes et des États hôtes. Malgré tout ce bruit hors du terrain, les chiffres d'affluence et d'audience suggèrent que le football lui-même continue de toucher puissamment un public mondial. La FIFA a annoncé que près de 2 millions de billets avaient été vendus au cours des 2 premières phases de vente seulement, avec une demande dépassant l'offre de plus de 30 fois dans certaines catégories de matchs, selon des informations publiées plus tôt cette année. Un tel niveau de demande, même au milieu des plaintes publiques sur les prix et des inquiétudes liées à la sécurité, souligne l'immense poids culturel que la Coupe du Monde continue d'exercer, politique comprise. Pour revenir au tableau, plusieurs récits tactiques méritent une attention particulière avant cette semaine. Le parcours du Maroc jusqu'à cette phase s'est construit presque entièrement sur la discipline défensive, l'équipe concédant remarquablement peu d'occasions nettes lors de ses 2 premiers matchs à élimination directe. Son staff s'est beaucoup appuyé sur le même bloc bas et les transitions rapides qui avaient porté le pays jusqu'à une demi-finale historique en 2022. Le Canada, à l'inverse, s'est montré plus expansif et plus confiant à domicile, nourri par le soutien des foules à Toronto et Vancouver plus tôt dans le tournoi, avant de descendre vers Houston pour cette affiche précise. Les conférences de presse du sélectionneur canadien cette semaine ont insisté à plusieurs reprises sur la maîtrise plutôt que sur l'émotion, une tentative claire d'éviter que l'équipe co-organisatrice ne soit submergée par l'enjeu face à un Maroc tactiquement mûr. Du côté français du tableau, des questions commencent à circuler autour de la fatigue de l'effectif après une campagne de qualification et une phase de groupes exigeante, même si le 3-0 contre la Suède a semblé confortable au tableau d'affichage. Les médias sportifs français ont évoqué l'idée que plusieurs joueurs offensifs clés puissent être ménagés ou faire l'objet d'une rotation contre le Paraguay afin de gérer les minutes avant un parcours potentiellement éprouvant vers la finale, même si la Fédération française n'a confirmé publiquement aucun changement de composition. Le Paraguay, lui, assume pleinement son statut d'outsider, plusieurs joueurs ayant expliqué cette semaine en interview que l'exploit contre l'Allemagne validait une génération dorée qui se construit discrètement depuis des années dans les qualifications sud-américaines. Le match Brésil-Norvège possède sa propre intrigue au-delà de l'évidente histoire Haaland. Les médias brésiliens débattent depuis le début de la semaine pour savoir si le talent offensif de la séleção peut être suffisamment bien organisé défensivement pour contenir une Norvège qui a de plus en plus construit toute son identité tactique autour de la capacité à servir son capitaine dans les zones dangereuses. Le tournoi de Haaland est déjà remarquable à tous les égards, et une grande performance contre le Brésil sur la plus grande scène du football ne ferait que renforcer l'idée grandissante que cette Coupe du Monde pourrait être celle qui consacre définitivement son statut parmi les meilleurs attaquants de sa génération. Le duel du Mexique contre l'Angleterre à l'Estadio Azteca ajoute encore une dimension, compte tenu du statut du stade comme première enceinte à accueillir des matchs de phase finale de Coupe du Monde lors de 3 tournois différents une fois cette édition terminée. Les dirigeants de la fédération mexicaine ont décrit l'organisation d'un match à élimination directe dans ce stade rénové comme un moment de boucle bouclée pour l'histoire du football du pays.
Même si les responsables de la sécurité ont dû gérer les conséquences des violences liées au cartel signalé près de Guadalajara dans les semaines précédant le tournoi. L'Angleterre, de son côté, arrive avec un effectif que de nombreux consultants considèrent comme l'un des plus talentueux de l'histoire du pays, même si la pression de mettre fin à des décennies d'attente pour un grand titre continue d'accompagner chaque match que l'équipe dispute à l'étranger. Pris dans leur ensemble, ces huitièmes de finale représentent quelque chose que le sport n'avait véritablement jamais vu. Une phase à élimination directe aussi chargée en choc de superstars, en récits historiques d'outsiders et en controverses géopolitiques, le tout compressé dans une fenêtre de 4 jours répartie entre 8 villes de 3 pays. Quoi qu'il arrive sur le terrain d'ici mardi soir à Vancouver, cette séquence de la Coupe du Monde 2026 semble déjà destinée à rester comme l'une des rondes les plus dramatiques et les plus complexes de la longue histoire du tournoi.